Alors, bonsoir à tous, bienvenue à la conférence, à la table ronde de jeux vidéo vecteur d'inclusion. Alors, je suis Christelle Burlot, je suis chargée de la communication à la Fondation Téléthon Suisse. C'est ma collègue Céline Bartholomé-Lizaroff qui devait animer cette conférence. Elle est absente pour raison médicale. On l'embrasse. C'est elle qui a mis sur pied cette table ronde, qui a contacté les intervenants. Je vous remercie tous, vraiment du fond du cœur, d'être là. Alors, on est là dans le cadre du Téléthon. Le Téléthon, c'est un événement caritatif qui a lieu début décembre chaque année depuis maintenant 35 ans. Et puis, la mission de la Fondation Téléthon, c'est de récolter des fonds en faveur des personnes touchées par une maladie neuromusculaire. On ne fait que ça et on redistribue à des associations qui sont la SRIM, l'Association suisse romande intervenant pour les maladies neuromusculaires, et la FSRMM qui redistribue des bourses de recherche dans le domaine des maladies neuromusculaires. Merci beaucoup au public présent dans la salle, aux gens qui sont présents en ligne, bienvenue. Vous pouvez poser vos questions à tout moment en ligne. On a Angélique qui est là, qui fait la modération et qui sera ravie de nous transmettre vos questions. Merci Angélique. Je remercie aussi Arthur à la technique et à la réalisation image et Yvan d'Explorit pour le support technique, ainsi que toute l'équipe des gamers qui est là. Un merci tout particulier à Explorit qui accueille le Téléthon Suisse Gaming pendant 5 jours et qui nous reçoit dans cette magnifique salle Exploria ici à Yverdon. Alors, le Téléthon Suisse Gaming, qu'est-ce que c'est? C'est une réunion de streamers qui a lieu ici à Explorit pendant 5 jours. Ça fait 2 ans que le Téléthon, c'est la 3e année que le Téléthon Suisse Gaming existe. Et pour cette 3e année, ils ont décidé de se réunir ici pendant 5 jours. Alors, c'est des jeunes très motivés qui vivent, mangent, respirent Téléthon pendant toute la semaine et on les remercie. La conférence sera mise à disposition sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. On ajoutera aussi dans le dossier tous les liens utiles dont on va peut-être parler ce soir ou pas, mais enfin, essayer de faire un dossier un peu complet et utile pour les gens. Donc, la thématique de cette table ronde, elle est partie d'une question de Sandrine qui est avec nous. Bonsoir, qui est la maman de Maëva qui a 11 ans et qui a interpellé la dernière assemblée générale de l'ASRIM sur la question du jeu vidéo, du matériel adapté et du type de jeu pour sa fille qui a une maladie neuromusculaire. Alors peut-être je vais vous laisser tous vous présenter, mais on va commencer par vous, Sandrine, si vous voulez bien. Oui, merci. Alors bonsoir à tous. Donc comme annoncé, donc je m'appelle Sandrine. Donc je suis là effectivement en tant que parent, pas en tant qu'experte de jeux vidéo. Je laisserai les experts parler pour ça. Donc j'ai une fille qui a 11 ans, qui a une maladie neuromusculaire, qui est une sous-forme de myopathie. Donc juste pour que vous compreniez un petit peu, en quelques mots, donc elle a une faiblesse musculaire, elle se déplace en fauteuil roulant électrique, elle a aussi une faiblesse musculaire au niveau donc, des bras. Donc ce qui est difficile pour elle, c'est par exemple appuyer sur des boutons. Sur les jeux vidéo, ça peut être compliqué. Dès qu'elle est appuyée au niveau des bras, elle a une assez bonne mobilité, mais elle ne peut pas soulever les coudes, elle n'a pas assez de force dans les épaules. Donc au niveau amplitude aussi, c'est difficile. Donc voilà pour la maladie. Donc elle n'a pas de handicap cognitif, c'est uniquement moteur. Et donc pourquoi je m'intéresse maintenant aux jeux vidéo avec ma fille? C'est qu'en fait elle est à l'école publique, donc de notre village, et tout se passe bien, mais maintenant elle a 11 ans et elle rencontre un peu des difficultés à trouver des activités qu'elle peut faire avec ses pairs. Donc je lui ai demandé, mais que font tes amis en fait dans leur temps libre? Et là ils m'ont dit, ben, ils vont jouer dehors, ils vont faire du sport, c'est quand même difficile pour elles, et ben, il y en a plusieurs qui font de jeux vidéo. On a fait quelques tentatives, et puis ben, voilà, on s'est vite confronté à des difficultés. Voilà. Oui. Plus. Là. Hein. Bon. Ok. Bon. Donc, du coup,
Donc l'idée, en fait, est partie. Donc elle, à la base, elle ne s'intéressait pas autrement aux jeux vidéo, mais l'idée est partie plutôt dans l'inclusion. Ses amis jouent aux jeux vidéo. Ben, elle aimerait partager quelque chose avec ses amis. Donc c'est parti dans cet axe-là, en fait. Vraiment dans le partage et le but de jouer ensemble. Merci beaucoup. Voilà. Nicolas Lutti, si vous voulez bien vous présenter. Oui, merci déjà pour l'invitation. Moi, c'est Nicolas Lutti, je suis médiateur culturel dans le jeu vidéo. J'essaye de mettre en lien des œuvres avec leur public, mais aussi avec les institutions. Et j'essaye de faire en sorte que le jeu vidéo, au sens large, contribue au développement personnel de chacun et au développement de la société. Donc ça, c'est très large. Après, si on va dans la granularité, en ce moment, je m'occupe à 40% de cet espace qu'on a ici, qui s'appelle Exploria, dans lequel on fait des événements de jeux vidéo. Et je travaille également sur un projet de promotion des jeux suisses. Merci beaucoup. Niels Weber, s'il vous plaît, vous voulez bien vous présenter. Oui, volontiers. Merci pour l'invitation également. Donc, je m'appelle Niels Weber, je suis psychologue, psychothérapeute et je suis spécialisé dans ce qu'on appelle l'hyperconnectivité, c'est-à-dire le moment où les jeux vidéo deviennent envahissants, mais pas que les jeux vidéo, y compris les réseaux sociaux et autres comportements numériques. Mais surtout, j'utilise le jeu vidéo comme outil thérapeutique. Donc, je m'intéresse beaucoup à ce qui fait qu'on joue à des jeux vidéo et pourquoi à ces jeux-là en particulier. Et à côté de ça, je suis aussi membre de l'association Gaming Federation qui collabore cette année avec le Téléthon Suisse Gaming, qui regroupe des passionnés de jeux vidéo à travers la Suisse. Et on organise effectivement des événements pour favoriser les échanges entre ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas, sous-entendu entre les enfants et leurs parents. Et donc je suis aussi moi-même joueur, et donc je suis passionné de jeux vidéo, mais je suis aussi passionné de qu'est-ce qui fait qu'on joue. Voilà. Merci beaucoup. Benoît Bediou. Oui, bonjour. Donc, merci aussi pour l'invitation. Moi, je suis chercheur en neurosciences cognitives à l'Université de Genève. Et une des thématiques de recherche qui m'occupe une grande partie de mon temps, c'est l'effet des jeux vidéo sur le fonctionnement cognitif et la plasticité cérébrale, avec notamment des recherches qui ont montré des effets positifs de jeux qui ont été pas mal décriés dans la presse, qui sont les jeux de tir à la première personne, donc des jeux d'action. Et donc, je suis ravi de pouvoir parler du jeu comme un vecteur de communication aussi au-delà du jeu en tant qu'outil récréatif. Merci beaucoup. Et Jessica Lamblay. Alors, je suis la fondatrice du Téléthon Suisse Gaming. Je suis une personne atteinte de la neurofibromatose de type 1 et je suis maman d'un petit garçon aussi qui est atteint de neurofibromatose de type 1 et je fais partie des streamers qui récoltent des dons par Twitch, avec plus de 15 streamers qui se retrouvent à Explorit, dans ce magnifique lieu. Et encore merci beaucoup à Explorit de nous accueillir et vraiment merci beaucoup. Merci. Alors, il nous manque ce soir Stéphane Laurent de l'association Cap Game. Il devait venir de France. Malheureusement, son TGV a été annulé. L'association Cap Game, je vous en parlerai un peu après. C'est dommage qu'il ne soit pas là parce que c'est vraiment un spécialiste de tous les outils qui sont à disposition pour le gaming, pour les personnes en situation de handicap, mais pas que. Mais je l'ai eu cet après-midi au téléphone et je vais essayer de restituer le mieux possible ce qu'il m'a dit. Alors, peut-être pour débuter concrètement, Nicolas, un petit glossaire comme ça, gaming, streaming, Twitch, Discord, LAN, ça veut dire quoi? C'est tout le langage spécifique à une activité et une passion. C'est des outils, en l'occurrence, que vous avez cités. Et ça ne choque pas les parents quand on dit corner, penalty, carton jaune ou tacle. Et pourtant, c'est aussi un langage spécifique à une activité. Donc, pour les reprendre dans l'autre, gaming, donc la version anglaise de jouer est utilisée en général en francophone pour parler du jeu électronique. Après, du côté germanophone, on va dire e-gaming pour parler du jeu électronique. Ça ne se fait pas trop du côté francophone. Ensuite, tu avais dit streaming. Ouais, streaming. Alors, streaming, c'est le fait de diffuser, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment avec Twitch, en diffusant la conférence. C'est le fait de diffuser du contenu live, streamé. C'est YouTube, mais en direct. Et la plateforme la plus populaire en tout cas dans les pays occidentaux, c'est Twitch,
aujourd'hui a plus de trafic de données que Facebook depuis bien longtemps. Le streaming est devenu extrêmement populaire à travers le jeu vidéo parce que on va dire entre 2013 et 2017, énormément de personnes se sont mis à partager en direct leur contenu vidéoludique, soit parce qu'ils étaient très très bons sur certains jeux et donc du coup les autres les regardaient pour apprendre, soit parce que c'était des bons animateurs qui jouaient à plein de jeux différents et du coup les gens regardaient pour se distraire. Mais peu importe la finalité du contenu, aujourd'hui c'est une des façons de distribuer du jeu vidéo et d'autres choses. Maintenant, on voit que le streaming, c'est aussi là pour beaucoup d'autres thématiques. On peut faire n'importe quelle activité en streaming, plus ou moins. Ensuite, tu avais dit un autre mot? Oui, alors j'avais encore Discord et LAN. Ok, c'est parti. Bah, quand on joue à distance, notamment sur des jeux en équipe, on aime bien pouvoir communiquer. Et souvent, les jeux proposent des outils qui sont simples à modérer, c'est-à-dire des outils textuels. Quelques jeux ont intégré directement dans le jeu le fait qu'on puisse se parler, donc c'est comme Zoom ou Skype ou n'importe quel outil de voix conférence, pour le dire en français. Et Discord, tout simplement, c'est une plateforme qui propose la même chose, où il y a des forums, on peut créer des canaux de discussion, et qui est devenue la plateforme de prédilection qui a su créer la concurrence pendant en tout cas une bonne période. Et aujourd'hui, beaucoup de joueurs se retrouvent sur Discord pour des sessions de jeu. Et notamment, ça a encore plus accéléré pendant le confinement en 2020, où on met un casque et en fait, on est avec un groupe d'amis. Ça peut être avec une dizaine de personnes pour jouer à Among Us, un jeu qui ressemble un peu au loup-garou ou à un jeu d'enquête. Ou ça peut être avec son équipe compétitive sur un jeu où on se retrouve tout le temps avec la même équipe, ou ça peut être à 40 pour faire une activité collective de type raid. Donc là, je dis des mots que du coup les gens vont pas comprendre. De type faire une mission à plusieurs dans un jeu où il faut battre un ennemi qui n'est pas une personne, qui est une intelligence, un bot, une intelligence artificielle. Mais bref. Donc Discord aujourd'hui c'est surtout une plateforme d'échange et la plus grande plateforme. Donc c'est entre le forum comme on avait avant, entre Zoom ou Skype et une plateforme par passion, par sujet, très axée sur le jeu vidéo, mais aussi utilisée par des compagnies, par des entreprises comme plateforme d'échange entre collègues. Donc c'est un outil. Et le dernier, c'était? Et une LAN, c'est quoi? LAN, c'est un acronyme pour Local Area Network. Donc avant Internet, avant l'âge d'or d'Internet, si on voulait interagir avec des ordinateurs, il fallait les connecter par câble. Et les LAN, c'est devenu la façon d'appeler le fait de ramener plusieurs ordinateurs dans un lieu et de pratiquer ensemble le jeu vidéo. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin que les ordinateurs soient connectés en réseau LAN, c'est-à-dire il y a très peu de jeux aujourd'hui qui utilisent cette technologie pour continuer d'exister. Il y a encore Counter-Strike, si je ne me trompe pas, mais la plupart des jeux, on va quand même passer par Internet. Mais voilà, on réunit des gens dans une pièce qu'ils ont fait là-haut, c'est une LAN techniquement. Et la plus grande qu'on a en Romandie, c'est Polylan, qui a lieu aux vacances de Pâques, qui réunit 2000 joueurs pendant 4 jours au Swiss Tech Center à l'EPFL, organisé par une association estudiantine. Et il y en a une autre très grande en Suisse, qui est la Switzerland à Berne, pendant Aerofest, qui réunit aussi à peu près le même nombre de personnes, 2000 ou 2005. Je crois qu'ils se battent un peu pour savoir qui c'est qui a la plus grande LAN. Donc voilà, ça c'est une LAN. Parfait, merci pour ce petit dico, Nicolas. Mais j'en profite, du coup, Vas-y. y a plein de glossaires en ligne où on peut voir des listes qui paraissent infinies et qui donnent peur, du coup, pour un parent de se dire « mais je ne vais pas pouvoir apprendre tout ça, c'est comme apprendre une nouvelle langue ». Mais en fait, votre enfant ou peu importe la personne qui joue, elle ne connaît pas tous ces mots non plus. C'est-à-dire qu'elle va jouer à certains jeux et comme j'avais cité des exemples du sport foot avant, et si on va dans un autre sport, ça sera un autre langage. Et si on est spécialiste en neurosciences, on a aussi nos mots à nous. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt que d'aller chercher des glossaires en ligne ou des livres interminables sur « je ne comprends pas le jeu vidéo », c'est d'engager le dialogue avec la personne et à chaque fois qu'il dit un mot ou une phrase qu'on ne comprend pas, lui demander de la réexpliquer. Et pour le jeune en question, c'est un super exercice de vulgarisation et de se projeter dans qu'est-ce que l'autre sait, comment communiquer clairement. Donc, exercice utile pour toute la vie.
Parfait, merci beaucoup. Avant de rentrer dans le sujet de l'équipement spécifique aux personnes en situation de handicap, Niels Weber, c'est quoi le matériel pour commencer le gaming de manière générale? Qu'est-ce qu'il faut de base? De la curiosité, avant tout. Donc, ouais, d'un point de vue technologique, il faut un écran, et puis il faut une console ou un ordinateur qu'on va brancher sur cet écran-là, et puis un périphérique qui va permettre d'interagir avec le jeu. Ce périphérique qui peut prendre la forme d'une manette, c'est un peu la plus connue, qui est d'ailleurs sur le logo derrière nous, mais on peut aussi utiliser un clavier, une souris. On peut utiliser un tapis de danse sur lequel on va danser. On peut utiliser la détection de mouvement. On peut utiliser un volant, par exemple. Enfin, il y a plein ou un joystick. Il y a plein de manières différentes d'interagir avec le jeu. Et c'est vrai que des fois, c'est du matériel qui est assez coûteux. On voit que l'apparition des smartphones, par exemple, a permis de faciliter énormément l'accès aux jeux vidéo, puisqu'il suffit, entre guillemets, d'appuyer sur l'écran. Il n'y a plus besoin d'avoir un périphérique adapté. Mais c'est vrai que ça peut paraître un gros investissement quand on se lance dans le gaming. On se dit, voilà, il faut acheter du matériel. C'est pas toujours extrêmement cher, mais si on veut vraiment être le mieux équipé, ça atteint des fois des sommes assez importantes quand même. Et heureusement, j'imagine que c'est un peu dans ce sens-là que vous posez la question, heureusement, on voit qu'il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits par l'industrie pour amener des périphériques différents, pour s'adapter aussi à différentes morphologies, à différentes situations de handicap. Donc c'est aussi, on voit qu'il y a une prise de conscience de ce cas-là pour intégrer aussi les joueurs qui ont plus de difficultés à appuyer sur les boutons, comme c'était mentionné tout à l'heure. Oui, tout à fait. Stéphane Laurent, il m'a donné plein d'exemples, notamment Xbox qui a Oui. sorti il y a 3 ans ou 4 ans, je pense, quelque chose de très adapté où on peut vraiment le configurer très bien avec beaucoup de connecteurs différents. Donc ça, c'est un point intéressant que les gros acteurs se mettent à travailler sur l'inclusion et l'accessibilité. Par rapport aux jeux en réseau ou pas, l'aspect social, qui a envie de parler de ça? Parce que on peut évidemment tous jouer devant notre ordi tout seul. C'est pas tellement l'idée de la table ronde qu'on a aujourd'hui. Et puis c'est une des questions de Sandrine aussi, comment sa fille peut être connectée avec ses amis. Tu veux nous parler de ça? Alors, pour ma part, je stream sur Twitch avec la caméra. J'ai une maladie qui est visible, c'est-à-dire qu'il faut faire attention au monde extérieur parce que tu peux avoir des remarques déplaisantes. Il faut être prêt à avoir des remarques déplaisantes si tu as ta voix qui bégaye, si il y a quelque chose qui s'entend dans ta voix qui a une particularité différente que d'autres personnes, à te prendre des remarques et à pouvoir peut-être à répliquer à ça ou à ne même pas réagir, ou à ne pas te renfermer sur toi-même. Et moi, ayant une malformation au visage et je stream avec la caméra, je m'en suis pris des remarques sur Twitch, je m'en suis pris. Et au final, moi, ce que je fais pour montrer que ça ne m'atteint pas du tout, je fais de l'autodérision sur moi-même. Des fois, quand j'ai des follow, il y a une fois où j'ai bien lâché. Oui, je sais, je ressemble à Quasimodo. Pas besoin de me le dire ou comme ça. En plein live Twitch, j'ai choqué des personnes en le faisant. Mais c'est ma façon d'être et c'est pour montrer qu'en fait, tu pourras m'attaquer ou quoi que ce soit, ça ne m'atteint pas en fait parce que je l'ai vécu pendant plusieurs années où ça m'a fait du mal et puis que maintenant, par Twitch, je me dis c'est les dires des personnes et qu'il ne faut pas prendre au sérieux ce que les personnes disent. Et puis d'un point de vue positif, qu'est-ce que ça t'apporte, ces gens en réseau et puis ces gens que tu as réussi avec tout un tas d'autres streamers à réunir ici, pour le coup, mais qu'est-ce que ça t'apporte d'un point de vue positif? Ce que ça m'apporte, en fait, ça m'apporte à parler de ma maladie ouvertement, à dire qui je suis et à montrer que même des personnes qui ont un handicap peuvent être forts et peuvent prouver aux autres qu'en fait leur maladie qui sont une personne normale malgré qu'ils ont une maladie en fait. Ça reste un être humain, ça reste une personne et puis qu'on est nous en fait, on est comme on est né comme on est et on s'assume en fait.
Merci beaucoup. Si on parle de l'impact justement positif et négatif, vous êtes deux à pouvoir me répondre brillamment à cette question. Peut-être Niels d'abord, puisque tu as le micro, et puis après on entendra Benoît sur cette question, parce que vous êtes tous les deux très proches de l'aspect positif et négatif de ce que ça peut apporter. Le réseau. Alors moi, je prends toujours avec beaucoup de précaution l'idée de ça a un impact positif ou négatif. Parce que ce que je vois en thérapie, c'est que ce qui peut apparaître comme positif pour quelqu'un va apparaître négatif pour quelqu'un d'autre. Quand c'est une ressource pour quelqu'un, ben, de l'extérieur, cette ressource, elle peut paraître un frein. Donc, j'essaie toujours de prendre des pincettes quand je parle d'effets positifs ou négatifs, mais plutôt d'essayer de questionner, ben, comme Jessica vient de l'exprimer, qu'est-ce que ça lui apporte à elle en l'occurrence ou aux gens avec qui je travaille, dire mais j'aimerais qu'ils m'expliquent ce que ça leur apporte à eux. Qu'est-ce que eux ils y trouvent et justement de comprendre pourquoi c'est ce jeu-là et pas un autre. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on entend souvent les joueurs, les gamers, mais en fait pour moi c'est un ensemble qui n'existe pas. Il y a autant de profils différents, qu'il y a de types de jeux, qu'il y a de types de joueurs et même des gens qui jouent au même jeu ne jouent même pas forcément pour les mêmes raisons et pas forcément avec les mêmes buts. Donc c'est pour ça que je prends toujours un peu des précautions, mais que je me rends bien compte que pour certains joueurs, ces univers-là servent de ressources. Et éventuellement, ces ressources peuvent devenir des fois un frein quand elles deviennent la seule ressource à disposition. Et moi, j'ai tendance à le voir plutôt comme le symptôme de quelque chose qui dysfonctionne ailleurs et qu'on doit pouvoir comprendre quel est ce symptôme, sa fonction et équilibrer ça en proposant une alternative. Mais donc, du coup, ne pas aller directement en disant « Ah oui, c'est la faute du jeu vidéo ». Typiquement, quand je reçois des consultations où les parents disent « Notre enfant est en échec scolaire parce qu'il joue beaucoup », souvent, j'ai tendance à me dire « Mais est-ce qu'il ne serait pas en train de jouer beaucoup parce qu'il est en échec scolaire ?» Et donc, d'investiguer aussi ce qui se passe à l'école, avec la famille, les amis, etc. Alors sur un versant assez différent, donc, je suis assez intéressé par votre expérience du jeu comme outil de communication, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on voit de plus en plus maintenant. Nous, dans notre travail, on utilise le jeu plutôt en version locale, c'est-à-dire qu'on fait jouer des joueurs face à des intelligences artificielles. Ce qu'on observe par contre, c'est que quand on met des gens face à des jeux, notamment des jeux d'action, on arrive à induire des changements au niveau comportemental, au niveau cognitif, qui sont assez positifs. C'est-à-dire qu'on arrive à améliorer l'attention, à améliorer des choses aussi critiques et aussi difficiles à améliorer que la perception. Donc on a eu des effets au niveau visuel, au niveau de la perception de bas niveau, donc ce que vous mesurez quand vous allez chez un ophtalmo. Et donc on a des effets positifs. L'intérêt qu'on a eu pour ces effets positifs, il est au-delà de l'effet positif lui-même, il est qu'on l'a observé avec des jeux qui avaient une très mauvaise presse, qui sont les jeux de tir, qui sont des jeux de guerre la plupart du temps, et donc qui étaient beaucoup plus décriés pour leur côté agressivité, leur côté un peu violence. Et donc on était intéressé de regarder en quoi, au-delà de l'aspect contenu du jeu, l'aspect mécanique du jeu, qu'est-ce que ça peut apporter au niveau cérébral, au niveau plasticité, au niveau fonctionnement cognitif. Et là, on a vraiment des résultats qui sont encourageants et on essaye maintenant de comprendre pourquoi ce type de jeu, parce que maintenant le jeu s'est tellement diversifié qu'on a énormément de types de jeux et de types d'interactions avec le jeu. On essaye de comprendre qu'est-ce que ces jeux ont en commun et qui peut expliquer les effets positifs qu'on a observés en laboratoire. Et est-ce qu'on peut utiliser ces connaissances pour améliorer les jeux et quelque part leur donner une meilleure presse, notamment ces jeux-là. Alors, l'autre aspect qu'on a développé aussi au laboratoire, c'est que l'aspect violent du jeu, finalement, pour nous, était plus un obstacle qu'autre chose, parce que quand on a commencé à faire des études d'intervention, donc juste pour l'historique, on a commencé à observer les effets en comparant des gens qui jouent beaucoup à des gens qui ne jouent pas du tout à ces jeux d'action. Ce qui soulève la question de est-ce que, un peu comme disait Niels Weber, est-ce qu'ils sont meilleurs parce qu'ils jouent aux jeux vidéo ou est-ce qu'ils jouent aux jeux vidéo parce qu'ils ont une meilleure perception, une meilleure attention, etc. Et donc pour établir ce lien de causalité, on a pris des gens qui ne jouaient pas, on a entraîné pendant des semaines et des semaines à jouer 1 heure par jour à un jeu d'action et on a comparé ça à des gens qui jouaient à un autre jeu et on a pu montrer qu'il y avait vraiment un effet causal. Donc, notre intérêt, c'est de pouvoir faire ça chez des enfants. Malheureusement, comme on a utilisé des jeux commerciaux qui sont violents, pour l'instant, on a été assez limité par ce qui est disponible dans le commerce. Et donc, on commence maintenant qu'on a pu convaincre les développeurs de jeux qu'il y avait des intérêts positifs.
on commence à collaborer avec l'industrie pour créer des jeux qui n'ont pas cet aspect violent, qu'on puisse utiliser chez des enfants pour des bénéfices dans la vie de tous les jours. Et il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois où on a développé un jeu en collaboration avec une équipe pour avoir toute la mécanique du jeu d'action sans l'aspect violent, et on a pu montrer qu'on améliorait la lecture chez des enfants qui n'avaient pas de problème au départ, et les bénéfices étaient d'autant plus importants si les enfants étaient dyslexiques. Donc, je pense que ça, on peut aussi avoir un aspect thérapeutique du jeu au-delà de l'aspect récréatif, et c'est ça qui, je pense, est intéressant pour nous et pour l'avenir. Merci. Sandrine, c'est quelque chose qui vous inquiète? C'était au-delà de l'aspect, je dirais, mécanique, accessibilité dont on va parler, mais l'univers du jeu vidéo, le réseau, comment vous le voyez de votre œil de maman? Alors, bon, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le côté addictif des écrans. Alors, c'est marrant, donc ma fille, c'est déjà beaucoup limité, donc ça ne m'inquiète plus, parce que j'ai déjà fait un travail là-dessus. Elle se limite. C'est presque moi qui dois la pousser à utiliser les écrans. Mais elle me dit, mais maman, j'ai déjà fait une demi-heure aujourd'hui, je ne peux plus faire. Je dis, non, tu vas maintenant, tu prends, tu fais. Donc, elle se limite déjà elle-même. Donc, je n'ai pas disons, de peur à ce niveau-là. Par contre, pour moi, c'est important d'être au courant, de suivre de ce qu'elle fait pour voir effectivement l'intérêt du jeu. Après, dans l'approche, je pensais plutôt commencer par du jeu en fait, où elle joue à la maison avec des camarades, avant peut-être de passer au jeu effectivement en ligne, et qui ça me questionne plus effectivement par rapport au jeu en ligne. Oui, absolument, je comprends. Ouais. Domaine. Bien sûr. Niels, je te vois réagir par rapport à ce que dit Sandrine. Oui, mais parce que je trouve la démarche extrêmement pertinente de se dire comment on entre progressivement et puis pas de suivre le courant qui voudrait qu'il faut tout de suite aller vers le jeu où tout le monde est présent, avec le fameux argument de tout le monde y joue, donc il faut que j'y joue aussi, argument que on sait qui n'est pas tout à fait valable, qu'on a aussi peut-être nous utilisé quand on était gamin, puis qu'on voulait obtenir quelque chose. On a aussi dit à nos parents, mais oui, mais tous les autres, ils ont accès à ça. Donc je trouve que c'est aujourd'hui quelque chose qui est difficile à maintenir, puis moi je salue énormément les efforts des parents qui disent, mais on va y entrer ensemble. On va réfléchir ensemble comment est-ce qu'on propose des jeux, à quoi on joue, pourquoi, et puis progressivement. Et puis, effectivement, Nicolas me taquinait avant parce que je réagis toujours quand le terme addictif est utilisé, parce que je suis très critique avec l'idée que c'est addictif, mais ça ne veut pas dire que c'est facile à se limiter. Donc, c'est important que les parents posent des limites, et qu'aujourd'hui, malheureusement, les enfants ont trop souvent entendu que c'est une addiction, et ils ont commencé à développer une impression qu'il ne faut pas parler des jeux vidéo en se disant « Ah, si j'en parle, on va me dire que je suis accro » ou quelque chose comme ça. Donc, on en rigole, Nicolas et moi. Mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de savoir sur quel domaine on se situe. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur la pratique du jeu vidéo. On a l'impression que ça fait peur, mais en même temps, tout le monde joue. Donc, c'est très paradoxal. Et je comprends tout à fait les préoccupations des parents aussi de se dire « Mais comment on entre là-dedans de manière cohérente et réfléchie ?» Donc, bravo pour vos efforts. Et qu'est-ce que c'est une pratique hors norme? Qu'est-ce que c'est une pratique trop? Comment on quantifie ça? Comment tu qualifierais ça? Alors ça, c'est la question à laquelle on n'a pas de réponse. Enfin, si, on a des réponses, mais ma réponse, c'est ça dépend. Donc, c'est très complexe, dans le sens où ça va dépendre de beaucoup de choses, et surtout du fonctionnement de chaque famille. Plutôt que, moi, ce que j'encourage les parents, plutôt que de limiter en termes de temps, d'heures par jour, parce que cette notion de temps, elle fait naître des angoisses à la fois chez les parents, mais aussi chez les joueurs, mais plutôt en disant quelles sont les priorités qui doivent être faites avant de pouvoir jouer. Parce que là où les jeux vidéo sont un peu traîtres, c'est qu'ils nous donnent l'illusion que c'est très facile à gérer. On prend n'importe quel jeu en ligne, on se connecte, il y a tout le temps des gens avec qui on peut jouer, donc on n'a pas besoin d'attendre que les gens arrivent. Mais en réalité, si on n'a pas une heure devant soi, c'est difficile de se lancer dans un jeu. Il y a très peu de jeux qui valent vraiment la peine d'être joués si on n'a pas une heure de libre devant soi. Donc on a meilleur temps d'abord d'apprendre aux enfants à s'organiser et puis dire ça, c'est toutes les choses que tu dois avoir faites avant de pouvoir lancer des jeux. Et après, s'il te reste 1 heure, 2 heures, c'est moins grave. On est moins inquiet du temps passé devant l'écran si on sait que derrière tout va bien, que les choses ont été faites. Ok, super. Merci beaucoup.
Alors, je vais vous parler de Cap Game, l'association dont fait partie Stéphane Laurent, qui devait être là aujourd'hui. Donc, c'est une association qui agit pour améliorer l'accessibilité aux jeux vidéo et plus largement l'inclusion des personnes en situation de handicap à la vie numérique. Donc, on vous mettra les liens sur l'association, ça s'appelle capgame.fr. Elle a été créée en 2013 face à un double constat. L'immense majorité des personnes en situation de handicap considéraient alors que les jeux vidéo leur étaient inaccessibles. Les solutions qui existaient pour améliorer cette accessibilité étaient largement méconnues. Et je crois que c'est la question principale aussi de cette table ronde. Céline, ma collègue qui a préparé cette table ronde, a trouvé très peu de réponses en Suisse. Alors effectivement, le marché suisse est comme d'habitude petit pour qu'il y ait des réponses. Donc, ils ont une communauté très active sur Facebook et Discord où il y a des échanges d'expériences. Sur leur site, il y a plusieurs articles de blog où ils testent les jeux, ils donnent l'accessibilité de chaque jeu par rapport à plein de handicaps, à des personnes avec une mauvaise vision, des personnes avec des problèmes d'audition. Donc c'est vraiment très intéressant. Il m'a donné une société qui s'appelle HitClick en France, qui fabrique des manettes sur mesure. C'est un monsieur en fait qui avait son enfant ou sa belle-fille qui était en situation de handicap et il a créé en fait une manette pour cette jeune fille. Et puis finalement, il a eu tellement de demandes qu'il en a fait une société. J'ai regardé un peu les prix. Alors, je ne sais pas si c'est très utile. Tu as des infos là-dessus, Nicolas? Je te Pas vois. sur les prix, non. Non, pas sur les prix, mais sur non. HitClick ou sur... Non, moi j'ai travaillé 2 ans à Paris dans ce secteur-là et j'avais rencontré Stéphane Laurent et j'ai vu le travail absolument formidable qu'ils font. Et HitClick aussi. Du coup, l'idée c'est que, comme Niels parlait tout à l'heure des périphériques, en fait, il y a si on fait preuve d'ingéniosité, et je crois que les humains, on est doués pour ça, je crois qu'il n'y a aucun handicap qui empêche strictement de jouer à un jeu s'il n'y a pas les adaptations qui ont été faites sur le chemin. Pour vous dire, des jeux de stratégie où on a l'impression qu'il faut avoir des millions d'informations ont été adaptés pour des personnes aveugles, où tout simplement tout était avec un plugin, tout passait par audio. Ou pour les personnes malentendantes, sur ces jeux de tir où on doit se repérer à l'oreille quand il y a des bruits de pas derrière pour se retourner, les développeurs de jeux directement dans le software ont maintenant mis des indications qui reflètent les indications sonores. Ça a commencé tout petit, en fait, tout simplement pour les personnes daltoniennes. Quand tu as une équipe rouge, quand tu as deux couleurs d'équipe, de pouvoir mettre ton jeu en mode daltonien et changer les couleurs pour pouvoir différencier qui est ton allié de qui est ton adversaire, c'était une des étapes assez entre guillemets facile à mettre en place. Malheureusement, beaucoup de jeux l'ont pas encore fait. Mais par contre, ça commence à devenir la norme dans l'industrie du jeu vidéo. Et je pense qu'il y a vraiment déjà une possibilité quand on est parent et qu'on a envie de trouver une solution, de faire sur mesure. Et là, ça peut se faire effectivement avec des sociétés qui le font. Je voulais aussi dire, nous, on a un makerspace, un Fab Lab en haut avec des gens ultra créatifs et ils font des tas de trucs. Et je suis sûr que si on leur amène la demande de faire une manette sur mesure, ils la feraient avec plaisir. C'est pas impossible à faire. Ensuite, il y a la responsabilité, on va dire, de l'industrie. Et là, on a vu ce qu'a fait Xbox. Donc, en gros, c'est un système multimodal où on peut brancher n'importe quel type de support, typiquement des boutons qu'on va pouvoir appuyer avec les coudes, les pieds, juste avec la mâchoire. Et virtuellement, alors le jeu vidéo est ultra inclusif, c'était la question de la conférence, parce que une fois qu'on a tous les périphériques et les jeux adaptés, on peut jouer contre n'importe qui sans même se rendre compte qu'il y a un handicap au départ. J'ai déjà fait une longue tirade, donc vous m'excuserez, mais par exemple dans l'e-sport, et là il faut que je dise ce que c'est l'e-sport, j'imagine. Absolument, voilà. Ouais, faut que tu expliques. L'e-sport aujourd'hui, c'est la compétition de jeux vidéo, c'est-à-dire que vous ne le voyez pas dans les médias traditionnels, mais ça a explosé et aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs de jeux vidéo qui vivent de leur performance. Il y a des équipes professionnelles avec des coachs, des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques et ça remplit des arènes comme là, on a pour la Coupe du Monde au Qatar, sauf que c'est pas au Qatar aussi, mais ailleurs aussi, où par exemple, quand on a fait les finales du championnat du monde de League of Legends à Paris, l'Accor Hotel Arena, donc 15 000 places, ont été vendues en 30 secondes, 1 minute 30.
pour donc 15 000 personnes qui se déplacent pour aller voir les 10 meilleurs joueurs du monde jouer à des jeux vidéo. Et ces meilleurs joueurs du monde, il y a des mercatos, ils se font racheter. Enfin, c'est le sport business que vous connaissez dans le monde du sport, appliqué sur la compétition de jeux vidéo, avec toutes les choses bénéfiques et tous les problèmes que ça peut amener aussi. Mais par contre, voilà, dans l'e-sport, aujourd'hui, il n'y a pas de catégorie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de catégorie comme il y a dans le sport de poids, de genre, d'handicap, d'âge. Après, la réalité, c'est qu'on a une espèce d'uniformité de c'est tous des jeunes hommes de 17 ans à 25 ans. Mais par contre, sur le papier, une personne avec un handicap ou une personne d'un autre genre ou une personne en surpoids ou une personne plus âgée peut participer et monter dans la compétition jusqu'en haut. Et on voit qu'il y a des exemples. Il y a un joueur compétitif au Japon qui justement a une maladie neuromusculaire qui joue uniquement avec son menton. Il y en a un autre qui joue avec sa langue. Alors lui, il n'a même pas pris une manette adaptée, il a juste appris à jouer avec sa langue sur une manette et qui fait de la compétition. Je peux vous dire que ses adversaires, quand ils perdent contre lui, ils ne sont pas contents. Et il y a des joueurs malentendants, aveugles, etc., qui participent à ce genre de... ou en chaise roulante, et qui participent à ce genre de compétition. Donc, et il y a des équipes du troisième âge. On a Silver Sniper en Suède qui va en LAN, j'ai expliqué ce que c'était, pour fraguer du jeune. Ça, je vous laisserai deviner ce que ça veut dire. Donc, ils jouent à Counter-Strike, ils ont tous plus de 60 ans et ils sont très contents d'aller avec les choses. Donc, il y a un côté très inclusif. Nous, on a fait un tournoi pour la fête des mères en duo maman-enfant et virtuellement, grâce au virtuel, d'une certaine façon, si toutes les étapes ont été faites en amont pour l'accessibilité, et elles ont été bien faites, eh ben, tout le monde peut jouer avec tout le monde, sans barrière de langue, sans barrière de culture. Il y a la barrière des moyens, il faut avoir accès à Internet et au support utilisé dans ce cas-là. Mais donc, pour revenir sur Cap Game et ce qu'il faisait et combien ça coûte, eh ben, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on a besoin. C'est-à-dire que si l'handicap moteur qu'on a fait que on peut jouer qu'à une main, des manettes adaptées à une main, il y en a déjà sur le marché et ça coûte pas si cher que ça. Par contre, si c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, ça va potentiellement coûter aussi plus cher. Et c'est vraiment aujourd'hui, je pense, un des gros problèmes pour l'accessibilité, c'est que pour les personnes qui accompagnent, donc les parents, c'est de trouver la chose adaptée par rapport au jeu qu'il a envie de jouer aussi. Et voilà. Et je pense qu'il y a une énorme responsabilité des créateurs de jeux et de hardware, software à travailler sur l'inclusion et l'accessibilité de leurs jeux. Et ils l'ont quand même pris au sérieux ces dernières années. J'ai l'impression qu'on a de plus en plus d'outils. Après, il faut savoir qu'ils existent, ces outils. Oui, c'est ça. Je crois que la grosse problématique, c'est aussi la problématique qu'on a rencontrée en mettant sur pied cette table ronde avec ma collègue Céline. C'est où est-ce qu'on s'adresse, à qui on s'adresse et qui peut nous renseigner. Donc, tu nous dis par exemple que si on peut jouer qu'à une main, il y a des manettes qui existent sur le marché. On les trouve où ces manettes chez un vendeur de manettes traditionnelles? Alors du coup, non, ça ne sera pas à Manor qu'on va la trouver. Voilà, ouais. Il va falloir être capable, et c'est une connaissance d'aller chercher avec les bons mots-clés, souvent en anglais, du coup, pour du matériel spécialisé, qui va nous rediriger vers des ventes qui vont être par correspondance en général pour ce genre de matériel. En tout cas, en Suisse, ça va être plutôt une démarche qui n'est pas forcément accessible à tout le monde et où du coup pouvoir être accompagné sur ce genre de démarche, ça serait un plus. Jessica, oui, pardon. C'est quelque chose. Donc effectivement, moi j'ai fini par trouver la manette adaptée de Xbox, mais après je me suis dit bien, je peux l'acheter. Bon, mais moi c'est vrai que j'aurais envie de pouvoir tester en fait. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'on a envie d'acheter puis se dire ça va fonctionner. Et quel jeu on va pouvoir faire avec. Donc il y a les deux étapes. Dommage de ne pas pouvoir tester. Ouais, ce que me disait Stéphane Laurent au téléphone aussi, c'est que il y avait plein de moyens. Et puis, par rapport à l'association, ils ont des ergothérapeutes dans l'association, des éducateurs spécialisés. Et puis, c'est eux qui donnent le conseil en même temps. Donc, peut-être qu'il faudrait mobiliser en fait ces personnes-là, les personnes qui sont de toute façon autour des gens en situation de handicap, autour de votre fille, par exemple. Jess, tu as des exemples de fournisseurs ou non, pas forcément, toi, tu n'as pas de... D'Xbox, qui était
on avait un rabais dessus la première année du Téléthon, parce qu'on a réussi à obtenir un partenariat sur ces manettes, dans mon souvenir, où on avait un code rabais et c'est tout. Mais j'ai pas d'autres. Oui, donc je pense que c'est vrai, vous avez des réponses à ces questions, non hein? Ouais. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec les ergots qui sont intéressés par le gaming ou mettre en place une association comme Cap Game en France, mais pour la Suisse, pour donner des réponses. Il faut savoir aussi, on parle de la manette Xbox comme si c'était limité à une console, mais il se trouve qu'elle se branche sur PC et que l'immense majorité des jeux sont disponibles sur PC. C'est-à-dire que ce n'est pas que limité aux jeux qui auraient l'exclusivité sur une console. On peut utiliser la manette Xbox, Xbox appartient à Microsoft, donc ils ont fait quelque chose d'extrêmement compatible. Et après, pour les autres exemples, j'avais l'exemple que j'avais envoyé, que j'ai cité rapidement avant, mais où là, c'est du software, donc il n'y a rien à tester ou acheter, qui était justement l'adaptateur pour pouvoir jouer à Hearthstone, un jeu de cartes stratégiques pour les personnes non-voyantes, où à travers un logiciel qu'on va rajouter sur le jeu, il va donner par audio toutes les indications pour pouvoir y participer. Donc c'est un autre exemple. Et après, je pense que c'est vraiment... en fait, ça sert à rien. Enfin, avoir la liste ici aujourd'hui, la question c'est quel enfant, à quoi il a envie de jouer, comment on lui donne accès. Et là, il faut quelqu'un qui l'accompagne, que ce soit les parents, s'ils ont les connaissances, la motivation, les ressources financières pour le faire, ou des associations vers qui ils peuvent se tourner pour pouvoir être aidés. Et Cap Game fait partie de ces associations-là. Absolument. Ce que me disait Stéphane aussi, c'est que le PC, selon lui, par rapport à la console de jeu, effectivement, on peut brancher la manette Xbox dessus. A priori, donne le plus de possibilités d'accessibilité. Il y a vraiment le plus de périphériques et de connecteurs qui peuvent. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Et on peut y installer des softwares, alors que les Voilà, consoles sont exactement. verrouillées en général. Ouais, tout à fait. Donc vraiment, la stratégie de travailler avec un PC plutôt qu'avec une console de jeu, ça paraît plus vaste et puis ça permet de travailler avec plus de possibilités. Il me parlait même en fait qu'il connaît des personnes qui ont, comme le joystick en fait sur certains fauteuils électriques sont connectables par Bluetooth. En fait, on peut tout à fait. Il y a des logiciels qui existent, il y a des adaptations qui existent pour connecter le joystick pour faire du gaming avec le joystick du fauteuil carrément. Donc, il y a des choses qui vont très très loin. Ça existe depuis un moment? Ouais. Vas-y. J'avais le parrain de mon fils, de mon frère, pardon, qui était complètement les mains, entourées. Il avait plus les membres des mains, plus les doigts. Et il avait un PC, puis il avait un joystick pour bouger, mais ça existe depuis plusieurs années parce que le parrain de mon fils est décédé en 2006, c'est-à-dire qu'il y a quand même, ça date, hein, qu'il y avait ce joystick déjà il y a quelques années en arrière. Ok, merci. Il m'a donné quelques exemples de jeux qui sont facilement accessibles. Alors évidemment non, pas évidemment, mais FIFA par exemple, il me disait que ça peut se jouer avec 2 contacteurs et un joystick pour une personne en situation de handicap. Il m'a parlé d'un jeu réservé aux moins de 18 ans, donc il ne faut pas en parler à Maëva. Maëva, si tu nous écoutes. Il y a une entreprise, un éditeur de jeux vidéo qui s'appelle Naughty Dog, qui a créé de nombreux jeux, dont The Last of Us, et puis qui sont vraiment assez en avance, d'après ce qu'il m'a dit, sur l'accessibilité, et puis qui font vraiment de l'accessibilité une de leurs priorités. Tu as quelque chose à dire là-dessus, Benoît? Ah bon, mais alors t'écoutes volontiers. Oui, j'ai l'impression que le jeu est en train de se démocratiser au niveau international. On a le e-sport qui le rend vraiment compétitif et qui a enfin commencé à montrer des signes d'acceptation dans la société, parce qu'au début, c'était vraiment, on disait, c'est pas du sport. Donc le mot e-sport lui-même a été critiqué. Et je pense qu'au niveau inclusivité, moi, de ce que j'observe, au niveau software, il y a eu énormément de travail sur le fait que maintenant, on peut jouer sans se rendre compte avec qui on joue. Donc on peut jouer, donc il y a une inclusivité dans le sens où on va jouer avec des personnes qui ont des capacités réduites sans s'en rendre compte. Donc ça permet à tout le monde
de pouvoir se heurter à d'autres personnes. Il n'y a plus les barrières de genre, il n'y a plus les barrières d'âge, il y a plus les et maintenant, on en est à l'étape où on va briser les barrières au niveau de l'accessibilité motrice et vraiment hardware du problème, parce que finalement, on se rend compte que le jeu apporte beaucoup de choses à beaucoup de monde, et donc ce serait dommage d'en priver certaines personnes parce qu'elles n'ont pas ces capacités-là motrices. Donc je pense qu'il faut essayer de pousser l'industrie justement à valoriser cet outil-là au niveau du hardware, justement, pour éviter d'exclure des personnes pour des raisons qui ne sont pas légitimes. Oui, absolument. La dernière chose, comme disait Stéphane de Cap Game, après j'arrête, la problématique est plus complexe quand on parle de jeux d'aventure, de jeux de rôle compliqués. Là, il y a beaucoup de manipulations à faire sur les jeux. Niels, tu es d'accord avec ce que je dis? Moi, je suis pas du tout une gameuse. Mais en fait, c'est assez particulier parce que si on cherche un petit peu sur YouTube, on voit qu'il y a des gens qui, un peu foufou, qui disent j'ai réussi à finir tel jeu en utilisant une pomme de terre ou une banane parce qu'ils ont branché des capteurs dessus. Alors moi, je suis pas du tout électronicien, je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais ils ont développé un outil qui dit ben voilà, j'ai réussi à finir tel jeu en appuyant sur des bananes. Et bah, si on arrive à faire ça, je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire d'autres manières de jouer. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont plus ou moins faciles, qui ont des contrôles plus ou moins faciles. Moi, là où je verrais une difficulté, c'est de se dire, si on veut jouer absolument à un jeu auquel tout le monde joue et que ce jeu en question, il est un peu plus complexe que les autres, il faut d'abord travailler sur le social pour amener les autres copains à venir jouer à un jeu qui est plus facilement accessible. Donc ça, c'est vraiment pour moi le b.a.-ba, c'est chaque fois qu'on est en train de réfléchir ces questions technologiques, numériques, la première question qu'on doit se poser, c'est une question relationnelle. Comment on crée d'abord le lien, on s'assure de ce lien-là pour ensuite permettre d'avoir du plaisir dans une activité qu'on partage dans des jeux peut-être plus accessibles, éventuellement. Super, merci beaucoup. J'ai aussi vu sur Twitch des personnes jouer avec un tapis de danse à des jeux d'aventure, tout ça, puis à finir avec un tapis de danse, à faire des combats avec un tapis de danse. Il y a vraiment une adaptation à tout, pour tout. Super, merci. Oui, Nicolas. Rebondir, moi, c'est vrai que là, on a parlé beaucoup de la partie technique de l'accessibilité. Et pour moi, le côté inclusif, il ne se limite pas justement à la partie technique, et je rejoins Niels là-dessus. Là, du coup, contrairement à Niels, je n'ai pas le côté thérapeute, mais plutôt un témoignage plus personnel. On a monté une association avec mon petit frère en 2014. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce... Je n'étais pas destiné à travailler dans le secteur du jeu vidéo, mais on a monté une association notamment parce qu'il avait fait un échec scolaire puis qu'il avait 6 mois à tuer et que moi je faisais déjà de l'associatif et de l'événementiel sportif et culturel à côté. Je lui ai dit, bah, t'aimes les jeux vidéo, moi aussi, allez, on va faire une association. Dans cette association, en 3 semaines, on avait 80 membres, moyenne d'âge 16 ans, le président avait 15 ans. Et moi j'avais 24 ans, ils m'ont appelé Papy, ça a été mon premier pseudo. Ouais, il dit oui, oui. Et en fait, dans toutes les autres associations culturelles et sportives, on disait il n'y a plus de jeunes qui font du bénévolat, c'est fini. Enfin, on trouve. Et en fait, dans ces associations de gamers, ils faisaient du bénévolat sans s'en rendre compte. Ils montaient des équipes, montaient des événements, faisaient du journalisme e-sportif, du casting comme, comme Guillaume qui est dans le public. Enfin, ils développaient tout un tas de compétences. Ils faisaient des erreurs, être capable de ramener 20 ordinateurs mais pas penser à prendre des multiprises. Et moi, je me suis beaucoup plu dans ce rôle de, on va dire, un peu mentor de jeunes qui faisaient des projets. Et j'ai eu des témoignages de parents. Une des filles qu'on avait, dont je ne vais pas citer le nom évidemment, mais avait été déscolarisée, avait des crises de migraine absolument intenses, avait des phobies sociales très fortes, et s'était renfermée depuis plusieurs années dans les mangas, les jeux vidéo et un univers dans lequel elle était confortable. Et en fait, rien que de trouver d'autres personnes qui avaient les mêmes passions qu'elle, ça l'a transformée socialement. Et les premières fois qu'elle venait sur des événements, les parents nous avaient donné un guide. Si jamais elle a une crise de migraine très forte, il faut la mettre dans une pièce noire, il faut nous appeler. Et en fait, c'est jamais arrivé. Et elle s'est juste épanouie, elle s'est fait des amis physiques. Elle en avait online, et elle a retrouvé une vie sociale parce qu'elle était plus scolarisée, donc forcément parce que la pop culture,
pas que les jeux vidéo, mais les séries, les mangas, etc., ont été une passerelle entre quelque chose qui lui tenait à cœur et des gens avec qui elle arrivait à discuter de ces thématiques-là, tout simplement. Et donc, de ce point de vue-là, ça a été vecteur d'inclusion aussi. On parlait du stream tout à l'heure. Le stream permet aussi de choisir ce qu'on envoie comme image. Tu as fait le choix courageux de dire bah, j'envoie tout et puis je prends de l'autodérision pour ceux qui disent des critiques. Il y a une Canadienne assez connue qui a le syndrome de la Tourette, que vous connaissez, qui consiste à crier des mots qu'on n'a pas envie de crier au moment. Et en fait, elle a simplement utilisé sur le stream le système de push to talk, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur un bouton quand on a envie de parler. C'est-à-dire que ça permettait de filtrer tout ce qu'elle ne voulait pas le dire, et quand elle avait envie de dire quelque chose, bah, elle appuyait sur le bouton, et le fait d'appuyer sur le bouton faisait qu'elle n'avait plus Donc, en fait, les gens ne s'en rendaient même pas compte jusqu'à ce qu'un jour, elle fasse le geste de dire, en fait, non, j'ai envie d'assumer, j'ai le syndrome de la Tourette, et je vais enlever le push-to-talk, et ensuite, elle s'est fait bannir de Twitch parce qu'il y avait des insultes. Mais non. Parce qu'il y a de la modération. Ah oui. Et du coup, elle a fait toutes les démarches derrière pour que Twitch, on parle d'accessibilité, ait une option pour les gens qui ont le syndrome de la Tourette pour qu'ils puissent quand même streamer et qu'ils ne soient pas modérés parce qu'ils utilisent des insultes ou des grossièretés sur des réseaux qui ne sont pas censés en avoir, quoi. Donc, je pense, ces deux exemples-là, tout ça pour dire qu'en dehors du côté technique de l'accessibilité, il y a aussi tout le côté social et culturel. Oui. Et la pop culture, c'est une culture super internationale. Et on va pouvoir parler avec des gens d'autres pays, de thématiques et de passions communes. Et je pense que c'est aussi un des gros facteurs d'inclusivité qui permet de s'y retrouver. Et désolé, je parle beaucoup trop. Non, mais c'est super intéressant. Il a évoqué avant le fait que parce qu'on dit que c'est addict, c'est tabou et qu'on ne va pas en parler parce qu'on a peur d'être jugé. En fait, aujourd'hui, 80% de la population joue. Le joueur moyen a 38 ans, donc quelques années de plus que moi. Et il n'en parle pas au travail. C'est-à-dire que c'est tabou. Quand on va au boulot avec les collègues, on peut parler de musique, on peut parler de films, mais typiquement, mon père travaille dans un cabinet de physiothérapie, ils ont une secrétaire qu'elle a depuis que je suis né, je crois, et je ne savais pas qu'elle avait fini tous les Zelda. Je ne le savais pas. Il a fallu qu'on fasse un événement autour du jeu vidéo dans son entreprise pour que je découvre ça, et après, j'ai pu lui offrir des billets pour aller voir l'orchestre symphonique à l'Arena jouer les musiques de Zelda. Ça se fait beaucoup, les musiques de jeux vidéo sont aussi populaires, d'ailleurs elles passent tout le temps à la radio, les musiques de jeux vidéo, mais on ne sait pas que c'est des musiques de jeux vidéo. On ne va pas nous le dire. On va nous dire c'est Imagine Dragons, mais on ne va pas nous dire et ils ont fait cette musique pour League of Legends, parce que c'est tabou. Et le fait de pouvoir casser ce tabou, en parler et de se retrouver autour de conventions, Polymanga fait beaucoup de ça aussi, permet à des gens qui avaient de la difficulté à sociabiliser parce que leur passion était taboue, de se retrouver avec des autres gens qui ont la même passion. Et je trouve que c'est aussi vecteur d'inclusion. Voilà, et j'arrête mes longues tirades. Génial, non, super, c'est parfait. C'est parfait. J'ai une dernière question, puis après on prendra peut-être des questions du public. Je ne sais pas si on a des questions sur Twitch. Il y en a deux, trois. Tu veux nous les dire, Angélique? Alors, on avait déjà une première question qui date un petit peu, mais alors la première c'était peut-on dire dans un futur proche que les jeux pourraient être une sorte d'outil qui pourrait s'allier au monde professionnel? Je ne sais pas si quelqu'un de vous aurait une réponse. Je crois que c'est déjà en cours, en fait. C'est un mouvement qui est en cours. Les jeux vidéo commencent à être utilisés pour diagnostiquer des maladies, pour traiter des maladies, pour faire des entretiens d'embauche, donc pour évaluer les compétences de personnes qui postulent à des postes. Donc c'est déjà en cours, je pense, au niveau professionnel. Par contre, c'est vrai que quand c'est dans une utilité particulière, ce n'est pas tabou. Mais effectivement, quand c'est dans le côté récréatif, on garde ce côté un petit peu mauvaise presse et mauvaise image du jeu vidéo, malheureusement. Donc il faut qu'on passe encore un cap pour arriver à ce que le jeu récréatif puisse avoir un intérêt aussi au niveau professionnel, parce que pourquoi pas, finalement, on a valorisé dans certaines compagnies le bien-être des employés. Il y a des compagnies très célèbres qui ont mis en place des salles de sieste, par exemple, pour permettre à leurs employés de se reposer. Pourquoi pas avoir des salles de LAN pour avoir des gens qui se mettent à communiquer? Et en fait, par le jeu vidéo, on aborde des sujets qu'on n'aborderait pas forcément en face à face, par exemple. Et je trouve que, pour toujours revenir sur la thématique de l'inclusivité, maintenant le jeu vidéo, c'est un écosystème. Il y a des retransmissions de grands matchs, etc. C'est devenu quelque chose qui a dépassé juste le jeu et l'interaction. Et je pense que c'est un bon signe pour moi sur cette inclusivité et sur le fait qu'on va avoir maintenant
toute la population qui va pouvoir interagir. Les gens timides vont pouvoir se cacher derrière un avatar. On a la barrière de... On a en ce moment beaucoup autour du genre et de l'identité sexuelle. C'est quelque chose qui n'est plus du tout tabou dans le jeu vidéo. Moi, mon fils a pris un avatar féminin dans certains jeux, ça ne pose pas de problème et il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Donc je trouve que c'est vraiment un... Et pour revenir sur un point qui a été mentionné, je pense que le jeu offre quelque chose d'individualisé. C'est-à-dire, toi, par exemple, tu as eu envie d'être transparente. Certaines personnes n'ont pas cette capacité-là, n'ont pas cette résilience ou cet autocontrôle, et donc vont se cacher derrière un jeu. Mais il y a un apprentissage et il y a surtout une ouverture qui se fait à une personne qui n'aurait pas de communication, de connexion. Et voilà, pour moi, ça, c'est l'aspect positif du jeu vidéo vraiment aujourd'hui, dans la société. Oui, parce que je voulais, par rapport à la question aussi, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est de voir comment le jeu vidéo inspire le monde du travail, où on se dit, si le jeu vidéo est tellement captivant, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour rendre d'autres tâches pénibles un peu moins pénibles? Donc c'est tout l'aspect de ce qu'on appelle la gamification, ou la ludification en bon français. Mais comme partout, il y a toujours quelque chose d'innovant, puis après tout d'un coup, il y a un moyen de pervertir le truc, et qu'aujourd'hui, on voit des compagnies qui ont dit, on va rendre ludique le travail, mais qui s'en servent aussi non pas pour améliorer le bien-être de leurs employés, mais pour améliorer leur productivité. Et donc, du coup, on va leur dire, mais vous voyez, vous travaillez plus, c'est un jeu. Donc, c'est aussi, il faut faire gaffe avec ça. Je suis le premier à expliquer à penser que le jeu vidéo peut amener plein de discussions, de compétences, etc. Mais il faut aussi voir que derrière, il y a toujours des aspects économiques et industriels qui sont très puissants et qu'on doit en prendre conscience aussi. Et que des fois, de vouloir à tout prix se dire on va s'inspirer du jeu vidéo, il y a aussi des fois un côté un peu pervers. Et là, je me méfie un petit peu. Il faut garder, raison garder. Il faut se méfier des trop bonnes intentions, en fait. Si je peux rebondir là-dessus, il y a un aspect qui m'est totalement passé au-dessus, c'est que dans le rapprochement avec le professionnel, c'est que nous, en tant que chercheurs, donc je vais être très égoïste sur cette réaction-là, mais c'est en tant que chercheur, en fait, il y a des compagnies qui se sont développées et qui ont utilisé le jeu vidéo pour collecter des données pour les chercheurs. Donc il y a une compagnie en Valais qui s'appelle MMORPG, je crois, ou quelque chose comme ça, MMO, qui fait Massive, bref, je ne sais plus le nom. Je mettrai pour les liens. Mais donc il y a une compagnie en fait qui crée des jeux dans lesquels il y a des problématiques sur lesquelles les chercheurs se penchent depuis des années, notamment des configurations de protéines impliquées dans des maladies aussi graves que Alzheimer ou d'autres pathologies plus graves. Foldit, donc ça c'est le jeu, c'est pas la compagnie, mais c'est un des jeux, pour découvrir, il y a des planètes qui ont été découvertes par la communauté de joueurs. En fait, ils ont créé un jeu vidéo, et dans ce jeu vidéo qui avait énormément d'utilisateurs, ils ont inséré des petits problèmes que les chercheurs rencontraient, et par la quantité de joueurs, en fait, ils ont obtenu une solution en quelques semaines, alors que depuis 10 ans, les chercheurs se penchaient dessus. Donc il y a une utilité du jeu vidéo aussi au niveau professionnel, dans une niche quelque part qui nous concerne, qui est les chercheurs ont parfois besoin de beaucoup de données, et le jeu vidéo maintenant, avec sa popularité, permet d'obtenir énormément de données qui sont utiles pour résoudre des problèmes concrets. Excellent, merci. Angélique ? Donc, c'était une question de Goltaga. Merci à lui. On a une autre question de Nélion. Désolée si je dis faux. Qui est aussi intéressante. Est-ce qu'il y a un travail à faire au niveau de l'État autour de ces questions? Qu'est-ce qui pourrait être fait concrètement? Entre parenthèses, excusez-moi. Soutien de projet, visibilité, communication. Créer une association en Suisse aussi. Comment faire bouger les choses? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse? Oui. Ça, c'est pour la faire très courte. En fait, autour de ces sujets, c'est immense, c'est transversal. C'est quoi? Parce qu'il y a déjà un soutien de l'État sur la partie création, typiquement à travers la Fondation Pro Helvetia pour la culture, qui est financée par l'État, qui a un budget qui a doublé là en 2020 sur les arts numériques, qui va quand même pas mal aux jeux vidéo, je vous avoue. Il y a d'autres, pas que au niveau État, mais au niveau canton, l'État de Vaud, c'est la ville de Lausanne.
le canton de Vaud, fait aussi une bourse, un soutien au niveau de la création. Après, nous, à Genève, en 2014, on avait été la première ville à reconnaître l'e-sport comme un sport, et on avait eu des soutiens de Genève Tourisme, du service de la jeunesse, de Rien ne va plus, grâce à Niels Weber. On avait eu, là, on a eu du service des sports aussi. À Fribourg, l'État et le canton de Vaud soutiennent l'Académie Noétique qui fait toute une partie encadrement, sociabilité autour des jeunes qui veulent pratiquer l'e-sport amateur et performer. Et ils font des colonies de vacances, des camps, ils appellent ça des colonies ou des camps. Ils font des camps et ils font aussi des activités extrascolaires tous les mardis, mercredis, jeudis. Sur des tas de jeux. Donc il y a déjà des soutiens, ça accélère. Quand j'ai travaillé à Paris, j'ai été un des premiers fonctionnaires de l'e-sport où c'est le service des sports qui m'a engagé. J'étais là pour déployer la politique d'Anne Hidalgo sur l'e-sport à Paris. Donc il y a un soutien, il y a des actions qui sont faites au niveau des collectivités. Par contre, j'ai l'impression que c'est encore des cas isolés, un par un. Il n'y a pas encore une ligne directrice comme on aurait dans la culture ou dans le sport, où c'est comme ça qu'on fait, etc. Les collectivités tâtonnent, certaines ne font rien, pour certaines c'est même tabou de parler de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une transition générationnelle qui doit se faire au niveau de qui est décisionnaire dans les collectivités et qui va se faire par la force des choses. Aujourd'hui, le joueur moyen a 38 ans. Quand le joueur moyen aura 52 ans, ça sera beaucoup plus évident et facile de parler de ça autant dans les comités de rédaction des médias, et comme le politique va à la température des médias, ça va inévitablement affecter le politique aussi à ce niveau-là. Mais donc sur le sujet jeux vidéo au sens large, oui, il y a des choses qui devraient venir de l'État et des collectivités, et sur le sujet de l'accessibilité encore plus, parce que comme je disais, c'est transversal. Là, typiquement, moi, je travaille avec la ludothèque de Versoix, je fais du bénévolat avec la ludothèque de Versoix, et c'est la cohésion sociale de la ville de Versoix qui soutient, et on fait tout ce qui est intégration avec des personnes qui ne parlent pas la langue à travers le jeu, donc pas le jeu vidéo mais le jeu au sens large. Ça touche à l'innovation, ça touche à l'attractivité territoriale. Typiquement, accueillir des grands événements à Paris, c'est dans la même logique qu'accueillir les JO. Et après, quel est l'héritage qu'on garde de ces événements? Ça touche à l'innovation. Ça rejoint la question du travail. Aujourd'hui, le jeu vidéo est un moteur d'innovation. Il y a plein d'innovations qui sont faites dans le jeu vidéo qui sont après récupérées dans d'autres industries, notamment en intelligence artificielle, particulièrement. Et donc, ça touche tellement à tous les secteurs. Et la partie inclusion et accessibilité, c'est déjà un sujet majeur pour les collectivités. Je veux dire, ils reconstruisent tout pour qu'il y ait des rampes. Donc, si on le fait, pas assez. Ouais, c'est pas gagné. Ils sont censés encore, le faire. Hein. 1er janvier 2024, on se réjouit. Non, on ne se réjouit pas, mais... Non, mais on va dire, il y a un problème de ressources. Et je pense qu'on va l'avoir, ce problème de ressources. Oui. Par contre, il n'y a personne qui est contre et qui est sur le principe de non, il ne faudrait pas le faire. Oui, bien sûr. Et c'est là où je pense que la situation va évoluer, j'espère pour le mieux, avec cette transition générationnelle où tout d'un coup, ça va devenir un sujet. Aujourd'hui, dans beaucoup de collectivités, ce n'est même pas un sujet. Ouais. C'est pas qu'on est contre ou pour, c'est qu'on n'en parle pas. Ouais, c'est ça. Le jour où on en parlera, certains vont être contre, certains vont être pour, il y aura des choses qui vont être faites. Et encore plus tard, on aura peut-être une espèce d'uniformité comme ça existe dans la culture ou dans le sport sur les façons de faire. Et on aura peut-être des écoles qui nous apprendront à comment on devient fonctionnaire dans le jeu vidéo. Mais pour l'instant, on en est très 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 loin. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce que vous avez des questions par rapport aux jeux vidéo vecteurs d'inclusion? Non? Donc, oui, tu as une question, Jean-François? Alors, je me déplace. Moi, j'ai une question concernant, dans le fond, les troubles du sommeil avec les écrans. On entend souvent parler, je vois que ça réagit au fait, dans le fond, voilà, les difficultés de s'endormir le soir sont souvent dues aux écrans, et donc il faut interdire les écrans à partir de telle ou telle heure. J'avais envie de vous entendre à ce sujet. Merci. J'ai le micro, mais j'ai beaucoup parlé, et je pense que Niels a des réponses parfaites pour ça, que je copie-colle d'habitude, donc je vais lui passer le micro. Oui, alors, concernant le sommeil, on observe plusieurs choses. C'est que la plupart du temps, c'est de nouveau un problème qui est inversé, c'est qu'on a des adolescents qui ont du mal à s'endormir pour X ou Y raison, et qui vont utiliser l'écran comme une stratégie d'endormissement. Et c'est une très mauvaise stratégie, parce que si on se dit, bon, en fait, j'arrive pas à dormir, je vais vite regarder un truc sur TikTok,
ben, vite regarder un truc, ça dure souvent 1 heure. Et qu'on est pris après dans la captation de l'attention et on va faire défiler les choses. Pareil sur un jeu vidéo, hein, si on se dit je vais vite me faire une partie pour m'endormir, ça ne marche pas du tout. Et que ça va au contraire fatiguer le cerveau. Et au moment où l'adolescent s'endort, c'est généralement le moment où il est épuisé, où le cerveau n'arrive plus à lutter. Donc, il s'effondre et puis il a l'impression de bien dormir. Et puis il va dire oui, il n'y a pas de problème, je dors très bien. Et alors des fois, il dort le lendemain en classe. Mais on voit du coup que cette stratégie-là, elle est mauvaise. Mais dans l'habitude de ces jeunes-là, le téléphone est tellement une norme qu'ils ont l'impression que si on l'enlève, ils vont perdre cette stratégie. Donc il faut qu'on leur propose d'autres stratégies pour s'endormir sans avoir besoin du téléphone, mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi à la base, ils ont une difficulté à s'endormir. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on sait quand même que alors il y a toute la question de la lumière bleue qui envoie, pour la faire courte, qui envoie une information au cerveau qui lui dit c'est pas l'heure de dormir, il fait jour. Et en plus de ça, il y a vraiment le côté stimulant de l'écran qui fait qu'on n'est pas dans un état d'endormissement. Pour moi, ce que j'observe en tout cas le plus flagrant, c'est qu'une activité de jeu vidéo, puisque c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, est toujours une activité intense. Donc quand on sort d'une activité de jeu vidéo, même si c'est un jeu, tu parlais d'Hearthstone avant, qui est un jeu où on fait, entre guillemets, que glisser un doigt sur un écran, donc c'est pas très exigeant en termes physiques, même ça, c'est un jeu qui est très intense au niveau cognitif, qui fait que quand on sort de l'activité de jeu, on a un niveau de stress et d'excitation qui est très élevé. Ce qui est l'inverse de ce qu'on aimerait atteindre pour pouvoir s'endormir. Donc de toute façon, il faut un moment pour redescendre, pour sortir de l'activité de jeu et se tranquilliser. C'est pour ça qu'on recommande quand même, encore et encore, d'avoir entre 1 à 2 heures de pause entre le moment où on arrête un jeu vidéo et le moment où on va se coucher. Parce qu'il faut vraiment un moment pour se calmer. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, par exemple. Merci. Ça, c'est le rôle de parents. Je pense qu'il y a un autre aspect qui est intéressant dans votre question, c'est qu'on parle beaucoup de temps d'écran en ce moment. Et en fait, ce que vous soulevez comme point important, c'est que ce n'est pas le temps qui compte, c'est le moment et c'est ce que ça enlève sur un fonctionnement normal. Donc si le temps d'écran prend du temps sur le sommeil, sur la nourriture, sur les contacts sociaux, là, c'est problématique. Donc vous avez pris l'exemple du sommeil, mais c'est juste pour dire que ce n'est pas le temps, en fait, c'est l'utilisation dans un contexte particulier qui peut être problématique. Là, vous avez pris un exemple sur le sommeil qui est tout à fait valide et qui questionne beaucoup de parents, mais il n'y a pas que celui-là, juste pour élargir un peu la question. Merci beaucoup. Bon, je crois qu'on arrive un peu au bout. Sandrine, est-ce qu'il y a des questions ou des interrogations auxquelles on vous a pas donné de pistes il n'y a pas eu de réponse de paquet comme ça de réponse, mais est-ce qu'il y a encore des choses qui vous semblent très très floues? Bon, déjà, c'est un bon début. Ça me donne encore plus envie vraiment d'explorer et de montrer vraiment dans le vif du sujet. Après, effectivement, trouver peut-être un accompagnement. Après, trouver les bons jeux, les conseils. Peut-être aller chercher un peu des conseils pour pouvoir débuter. Parfait. Je vous remercie tous beaucoup pour votre participation. C'était vraiment très intéressant. Vous avez été très intéressant. Vous avez bien parlé. C'était super. Je remercie les gens qui étaient en ligne sur Twitch pour les questions. Merci Angélique pour nous avoir transmis les questions des gens. Merci au public de cette conférence, de cette table ronde ici à Explorit. Et puis, à bientôt. Bonne soirée.